Bonjour et bienvenue dans la correction complète du sujet du 21 mai 2025. Sujet 1, Terminal Back Math, Amérique du Nord. C'est parti. Premier exercice, c'est sur les probabilités sur 6 points. Alors, pour accéder au réseau privé d'une entreprise depuis l'extérieur, les connexions des employés transitent aléatoirement via 3 serveurs différents. Notez A, B et C. Ces serveurs ont des caractéristiques techniques différentes et les connexions se répartissent de la manière suivante. 25% des connexions transitent vers le serveur A, 15% des connexions transitent vers le serveur B, le reste s'effectue vers le serveur C. Les connexions à distance sont parfois instables et lors du fonctionnement normal des serveurs, les utilisateurs peuvent subir des déconnexions pour différentes raisons. On dira qu'une connexion est stable si l'utilisateur ne subit pas de déconnexion après son identification au serveur. L'équipe de maintenance informatique a observé statistiquement que dans le cadre d'un fonctionnement habituel des serveurs, 90% des connexions du serveur A sont stables, 80% pour le B sont stables et 85% pour le C sont stables. Parties A et B sont indépendantes l'une de l'autre et peuvent être traitées séparément. Partie A. On s'intéresse au hasard à l'état d'une connexion effectuée par un employé de l'entreprise. On considère les éléments suivants. A. La connexion s'effectue sur le serveur A, B sur le serveur B, C, la connexion s'effectue sur le serveur C. S, la connexion est stable. On note S bar, l'événement contraire de l'événement S. Recopier l'arbre et compléter. Ok. On a ici du coup 25% des connexions qui se fait par le A, 15% par le B, et du coup le reste par le C, donc 1 moins 0,25 moins 0,15, ça fait 0,60. Ensuite, on sait que 90% des connexions du A sont stables, donc 10% sont instables. 80% sont stables, 20% sont instables, 85% sont stables, 15% sont instables. Démontrer que la probabilité que la connexion soit stable et passe par le serveur B est égale à 0,12. Donc on va utiliser la formule P de B inter S est égal à P de B fois P de S sachant B. 0,15 fois 0,80 est égal à 0,12. Question 3. Calculer la probabilité de P de C inter S bar et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. On utilise la formule P de C inter S bar est égal à P de C fois P de S bar sachant C, ce qui nous fait 0,60 fois 0,15, et du coup on a une probabilité de 0,09. La probabilité que la connexion soit stable et passe par le serveur C est de 0,09. Question 4. Démontrer que la probabilité de l'événement S et P de S égale à 0,855. D'après la loi des probabilités totales, P de S est égal à P de A inter S plus P de B inter S plus P de C inter S. Oui, on constate qu'ici on a 3 parcours où on arrive à S. Le parcours AS, le parcours BS et le parcours CS. On remplace, on calcule et on trouve bien 0,855. On suppose désormais que la connexion est stable. Calculer la probabilité que la connexion ait eu lieu depuis le serveur B. Donc, on sait que la connexion est stable. Donc, sachant S, quelle est la probabilité qu'il se fasse par la connexion B? Donc, P de B sachant S est égal à P de B inter S sur P de S. On remplace et on trouve 0,140 au millième près. Partie B. D'après la partie A, la probabilité qu'une connexion soit instable est égale à 0,145. Question 1. Dans le but de détecter des dysfonctionnements de serveurs, on étudie un échantillon de 50 connexions au réseau. Ces connexions étant choisies au hasard, on suppose que le nombre de connexions est suffisamment important pour que ce choix puisse être assimilé à un tirage avec remise. On désigne par X la variable aléatoire égale au nombre de connexions instables au réseau de l'entreprise dans cet échantillon de 50 connexions. A. On admet que la variable aléatoire X suit une loi binomiale, préciser ses paramètres. Nombre d'épreuves n égale 50, probabilité de succès p égale à 0,145. Les paramètres sont donc 50 et 0,145. Donner la probabilité qu'au plus 8 connexions soient instables. On donnera la valeur arrondie au millième. P de x inférieur ou égal à 8 est égal à 0,704 au millième près. Ici, il faut utiliser la calculatrice, soit votre menu statistique, soit votre menu proba. Question 2. Dans cette question, on constitue désormais un échantillon de n connexions, toujours dans les mêmes conditions, où n désigne
un entier naturel strictement positif. On note xn, la variable aléatoire égale au nombre de connexions instables, et on admet que xn suit une loi binomiale de paramètres n et 0,145. Petit a, donner l'expression en fonction de n de la probabilité Pn qu'au moins une connexion de cet échantillon soit instable. Il faut absolument savoir que quand on vous demande au moins 1, c'est P de x supérieur ou égal à 1 est égal à 1 moins P de grand x égale 0. Ah, faut mettre xn. Parce que la variable aléatoire s'appelle xn. 1 moins 0 parmi n fois 0,0145 puissance 0 fois 0,855 puissance n. Et on trouve l'expression, la probabilité que xn soit supérieur ou égal à 1 est égal à 1 moins 0,855 puissance n. Déterminer en justifiant la plus petite valeur de l'entier naturel n telle que la probabilité Pn est supérieure ou égale à 0,99. Donc Pn c'est pareil que P de xn supérieur ou égal à 1. Donc du coup Pn, on veut Pn supérieur ou égal à 0,99. On remplace Pn par son expression 1 moins 0,855 puissance n supérieur ou égal à 0,99. Je positionne le 1 de l'autre côté, ça devient moins 1. Je fais mon calcul. Je divise par un nombre négatif, attention, je change le sens de l'inéquation. J'utilise les logarithmes népériens pour extraire la puissance. Je la redescends d'après la propriété des logarithmes népériens. Je divise par ln de 0,855. Attention, ln de 0,855 est un nombre négatif. Du coup, je rechange le sens de l'inéquation. Et on trouve n supérieur ou égal à 29,3. Donc le premier entier naturel, ce sera 30. Partie 3, on s'intéresse à la variable aléatoire fn égale à la fréquence de connexion instable dans un échantillon de n connexions, où n désigne un entier naturel strictement positif. On a donc fn est égal à xn sur n, où xn est la variable aléatoire définie à la question 2. 3a, calculer l'espérance de fn. L'espérance de fn est égale à l'espérance de xn sur n, du coup qui est égal à 1 sur n fois espérance de xn. L'espérance de xn, c'est l'espérance d'une loi binomiale, n fois p. Du coup, les n se suppriment. Et on obtient E de Fn égale 0,145. On admet que V de Fn égale à 0,123975 divisé par n. Petit b, vérifier que P... Alors là, c'est la formule bien-aimé de Chebyshev. On utilise l'égalité de bien-aimé de Chebyshev, qui est ici, à connaître du coup. Donc là, il faut juste se souvenir de la formule et voir qui va avec quoi. Donc delta minuscule, on voit que c'est 0,1. Espérance de Fn, c'est 0,145. Comme ça nous confirme bien ce qu'on a trouvé précédemment. Et a priori, l'espérance de Fn, la variance de Fn divisée par delta au carré, bah ça doit donner 12,5 divisé par n. On va vérifier cela. On sait que la variance de Fn, c'est 0,123975 divisé par n. Et delta est égal à 0,1. Je remplace. Donc ici, je vais avoir un petit calcul à faire. Donc là, j'ai mis ma variance divisée par delta au carré. Delta au carré, donc 0,1 au carré, ça donne 0,01. Double fraction, cela donne ceci. Et ça, avec arrondi, ça donne 12,5 sur n. Un responsable de l'entreprise étudie un échantillon de 1000 connexions et constate que pour cet échantillon F1000 égale 0,3, il soupçonne un dysfonctionnement des serveurs. A-t-il raison? Ben, on va vérifier ça là. Donc ici, à place de mettre Fn, je vais mettre F1000. Du coup, je divise le n, je remplace le n par 1000. 12,5 divisé par 1000, ça fait 0,0125. Ce qui veut dire que la probabilité que la fréquence s'éloigne de la moyenne de plus de 0,1, est au plus de 0,0125 en probabilité, si cela fonctionne correctement. Or, je fais mon calcul, F1000 moins 0,145, c'est-à-dire F1000, on sait que c'est 0,3. 0,3 moins 0,145, ça fait 0,155. 0,155, c'est supérieur ou égal à 0,1. Donc l'événement observé
f1000 égale 0,3 a une probabilité au plus de 0,0125, soit 1,5%, donc c'est un événement rare, on peut supposer un dysfonctionnement. Donc il a raison. On attaque l'exercice 2 sur les suites, 5 points. On considère la suite numérique UN définie par son premier terme U0 égale 2 et pour tout entier naturel n par UN plus 1 est égal à 2UN plus 1 sur UN plus 2. On admet que la suite UN est bien définie. Question 1, calculer le terme U1. Donc là j'ai la formule, je remplace mon UN par U0 et je calcule U1. 2 fois U0 plus 1 sur U0 plus 2, ce qui me donne 5 quarts. Question 2. On définit la suite AN pour tout entier naturel n par AN est égal à UN sur UN-1. On admet que la suite AN est bien définie. Calculer A0 et A1. Donc pour calculer A0, je remplace le n par 0. Donc je vais avoir A0 égale à U0 sur U0 moins 1. Sachant que U0, on sait que ça vaut 2. Ça nous donne A0 égale 2. Et A1, on fait le même calcul et on trouve 5. Petit b, démontrer que pour tout entier naturel n, an plus 1 égale à 3an moins 1. Donc on prend la formule de an égale à un sur un moins 1. Je le passe en an plus 1, donc tous les un deviennent des un plus 1. Je remplace par l'expression de un plus 1 qu'on nous a donné. Je mets sous le même dénominateur et je supprime les dominateurs ici, un plus 2 sur un plus 2. Je retire ma parenthèse, je change les signes. Je réduis. Je sais que UN, donc ensuite j'ai cherché l'expression de UN en reprenant la formule qu'on nous donne au départ, donc avec celle-là. Donc j'ai isolé de l'autre côté, j'ai divisé par, le divisé par UN-1 devient fois UN-1 fois AN égale UN. J'ai développé, ça m'a donné UN fois AN moins AN égale UN. J'ai mis tout ce qui est UN à gauche. Et ensuite j'ai factorisé par UN pour avoir UN facteur de AN moins 1 est égal à AN. Et du coup je trouve l'expression de UN égale à AN sur AN moins 1. J'ai remplacé le UN par l'expression qu'on vient de trouver. Et après simplification, on retrouve bien AN plus 1 est égal à 3AN moins 1. Question C. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, on a AN supérieur ou égal à 3n moins 1. Ok, une initialisation pour n égale 1, A1 égale à 5. Et du coup on calcule 3 fois 1 moins 1 égale à 2. Donc A1 est bien supérieur ou égal à 2. L'inégalité est vraie au rang 1. On fait l'hérédité, soit n appartenant à n supérieur ou égal à 1, tel que AN est supérieur à 3n moins 1. Montrons que AN plus 1 est supérieur ou égal à 3 facteur de n plus 1 moins 1 pour n supérieur ou égal à 1, soit AN plus 1 supérieur ou égal à 3n plus 2. Et ici j'ai développé 3 fois n 3n, 3 fois 1 3, moins 1 2. On a par hypothèse de récurrence AN supérieur ou égal à 3n moins 1. J'ai fait x3 partout, j'ai fait moins 1 ensuite, et je trouve du coup 3n moins 1 qui correspond à AN plus 1, supérieur ou égal à 9n moins 4, et 9n moins 4 c'est supérieur à 3n plus 2 puisque 9n c'est supérieur à 3n, et du coup je peux constater que AN plus 1 est supérieur ou égal à 3n plus 2. On conclut, la propriété est vraie au rang égale n égale 1, est héréditaire, donc on a bien AN supérieur ou égal à 3n moins 1. Petit d, trouver la limite. Alors on cherche la limite de AN en plus l'infini. Donc on va devoir faire la limite de 3n moins 1. Donc 3 fois l'infini moins 1 ça fait plus l'infini. On sait que AN est supérieur ou égal à 3n moins 1, donc on va utiliser le théorème de comparaison. Du coup, si on sait que la limite de 3n moins 1 c'est plus l'infini et que AN est au-dessus de 3n moins 1, du coup on peut en déduire par théorème de comparaison que la limite de AN est égale à plus l'infini. Donc là 3a, c'est l'expression que j'ai utilisée pour faire la 2b. Donc on part de AN égale à UN sur UN moins 1, on fait tous les calculs, et on retrouve bien la bonne expression. En déduire la limite de la suite UN. Donc on va pour faire la limite de la suite UN, on va utiliser l'expression qu'on vient de trouver. Mais attention, je vais factoriser par AN pour avoir une écriture plus simple, parce que sinon j'ai une forme indéterminée, ça me fait l'infini sur l'infini, donc forme indéterminée. Donc je factorise par AN, je simplifie et j'obtiens cette expression là. Donc on va faire la limite de 1 sur AN, sachant que n tend vers plus l'infini.
On sait que ça tend vers plus l'infini, donc 1 sur l'infini, ça fait 0. 1 moins 0, bah, ça fait 1 par somme. Donc par quotient, le tout, enfin 1 divisé par 1, bah, ça nous donne 1. Donc la limite de un est égale à 1. Question 4, on admet que la suite un est décroissante. On considère le programme suivant écrit en langage Python. A. Interpréter les valeurs de n et u renvoyées par l'appel de la fonction algo p dans le contexte de l'exercice. Donc u est la valeur de un sur la première valeur telle que un-1 est inférieur ou égal à p. N est le rang minimum. Petit b, donner sans justifier la valeur de n pour p égale 0,001. Donc on trouve avec la calculatrice, lorsque n est égal à 5, on a u5 égale à 1,0027. On fait 1,0027 moins 1, ce qui nous fait 0,027, c'est supérieur à 0,01. Et pour n égale 6, on obtient 0,0009, qui est inférieur à 0,001. Donc le premier rang où un-1 est inférieur ou égal à p, et bah c'est pour le rang n égale 6. Alors l'exercice 3 pour 4 points. Sur la géométrie dans l'espace, 4 affirmations. On a donc la droite D avec sa représentation paramétrique. Et on a le point A, le point B, et on a le point C de la droite D avec l'abscisse 2. Et H, c'est le projeté orthogonal au point B sur le plan P d'équation x plus 3z moins 7 égale 0. Affirmation 1, la droite D et l'axe des ordonnées sont deux droites non coplanaires. Affirmation 1, donc le vecteur directeur de D est U1, j'ai appelé U1, moins 2, 0, moins 6, ça je le lis directement sur ma représentation paramétrique, ce sont les chiffres qui multiplient le paramètre t. Le vecteur directeur de l'axe des ordonnées, c'est U2, de coordonnées 0, 1, 0. Est-ce qu'elles sont parallèles? Du coup ici j'ai fait moins 2 fois 1. Est-ce que c'est égal à 0 fois 0? Non. Moins 2 est égal à 0, absurde, donc U1 et U2 ne sont pas collinéaires. Donc si les vecteurs ne sont pas collinéaires, les droites ne sont pas parallèles. Est-ce qu'elles sont séquentes? Du coup, j'ai trouvé la représentation paramétrique de l'axe des ordonnées. X égale 0, Y égale 1 T', et Z égale 0, où T' appartient à R. Et ensuite, je fais l'intersection. 3 moins 2T égale 0, moins 1 égale T', 2 moins 6T égale 0. Conséquence, T égale 3 demi, T' égale moins 1 et T égale 1 tiers. Donc je trouve deux T différents, donc pas séquentes. Donc la droite D et l'axe des ordonnées sont deux droites non coplanaires, vrai. Affirmation 2. Le plan P passant par A est orthogonal à la droite D, A pour équation cartésienne, x plus 3z plus 3 égale 0. Donc de manière générale, une équation cartésienne de plan s'écrit ax plus by plus cz plus d égale 0. Le vecteur normal est le vecteur directeur de D, puisque D est orthogonal au plan. Du coup, je peux utiliser le vecteur normal pour le plan. Donc j'ai juste remplacé ABC par les coordonnées du vecteur normal. On sait que le plan passe par le point A. Donc je peux remplacer le XA et le ZA, parce qu'il n'y a pas de YA vaut 0. Dans mon équation cartésienne de plan. Et on trouve D égale moins 6. Donc on a pour l'instant pour équation de plan moins 2x moins z moins 6 égale 0. On divise tout par moins 2 et on retrouve l'expression qu'ils ont, c'est-à-dire x plus 3z plus 3 égale 0. Donc c'est vrai. Affirmation 3. Une mesure exprimée en radian de l'angle géométrique BAC est pi sur 6. Alors la formule pour trouver l'angle, on sait que c'est arc cosinus du produit scalaire entre AB et AC divisé par les distances AB et AC. Alors j'ai calculé les coordonnées du vecteur AB en faisant le point B moins le point A et on trouve 2 moins 1, 1. Ensuite, il faut trouver les coordonnées du point C. On sait que C appartient à D et on nous donne le point d'abscisse 2. Donc on sait que x égale 2. On a l'équation paramétrique de D, donc j'ai remplacé le x par 2 pour me permettre de trouver T. Je trouve T égale 1,5. Je remplace tous les T par 1,5 et je peux trouver Z. Et je trouve Z égale moins 1, sachant que je sais déjà aussi que Y égale moins 1, d'après la représentation paramétrique. Donc le point C a pour coordonnées 2, moins 1, moins 1. Je peux ainsi calculer mon vecteur AC, et je trouve en coordonnées moins 1, 2, 1. Le produit scalaire de AB scalaire AC, on fait xx' plus yy' plus zz', donc 2 fois moins 1 fois 2 plus 1 fois 1, et on trouve moins 3.
Les distances, c'est la racine carrée de x au carré plus y au carré plus z au carré. On trouve racine de 6 dans les deux cas. On fait la formule et on trouve 2π sur 3. 2π sur 3, c'est différent de π sur 6. Donc l'affirmation 3 est fausse. Et la dernière affirmation, la 4. Distance BH est égale à racine de 10 sur 2. Donc on peut utiliser la formule de la distance, c'est-à-dire la norme en prenant votre équation de plan et en remplaçant par un point, par le point B, divisé par la norme du vecteur normal, et on trouve racine de 10 sur 2, vrai. Et on conclut avec un exercice sur les fonctions en 3 parties. Alors, on nous donne la fonction C1, la courbe C1 et C2. Une représente G, l'autre représente G'. Il faut justifier à l'aide du graphique. Donc, si on fait le tableau de variation en prenant G par défaut C1. Ok, donc d'après le graphique, je vois que ça fait décroissant, croissant, décroissant. Donc, si G est décroissante, la dérivée est négative. J'ai trouvé les points d'intersection avec l'axe des abscisses, du coup en moins 2 ça s'annule, pour la dérivée en 1 ça s'annule. Donc si C1 est la fonction G, alors C2 doit être négative, sur moins l'infini moins 2, union 1 plus l'infini, et positive sur moins 2, 1. Donc on voit que C1 est bien négatif dans cette zone-là. Ouais, donc on voit bien que C2 est négatif dans cette zone-là. Et elle doit aussi s'annuler en x égale moins 2 et x égale 1, ce qui est vrai d'après les informations du texte et le graphique. Donc G est la courbe C1 et G' est la courbe C2. Question 2, petit calcul de tangente, il faut se souvenir de la formule. T0 est égal à T0, 2 points, y égale G' de 0, facteur de x moins 0 plus G de 0. G' de 0, on sait que c'est 2. X moins 0, ça fait x. Et G de 0, on sait que ça fait 1. Et du coup, on retrouve bien l'équation de tangente qu'ils nous ont donnée. Partie B. On considère E l'équation différentielle y plus y' égale 2x plus 3 en facteur de exponentielle moins x, où y est une fonction de la variable réelle x. 1. Montrer que la fonction f0 définie pour tout nombre réel x par f0x est égale à x carré plus 3x exponentielle moins x en facteur, est une solution particulière de l'équation différentielle E. Alors j'ai juste à remplacer le y par f0x, et le y' par f0' de x. J'ai dérivé mon f0x pour obtenir ça. Je factorise par exponentielle moins x, je simplifie, et je retrouve bien la solution. L'autre partie de l'équation différentielle, c'est-à-dire 2x plus 3, facteur de exponentielle moins x. Donc f0 de x est une solution particulière de E. Résoudre l'équation différentielle E0, y plus y' égale 0. Ok, donc généralement vous avez appris qu'il faut mettre le plus y, enfin laisser le y' tout seul, pour avoir la forme du cours y' égale à AY, du coup sa solution s'écrit y égale c exponentielle à x. Ici je l'ai appelé la solution y0 est égale à, du coup, à c exponentielle moins x, puisque a vaut moins 1. Question 3, déterminer les solutions de l'équation différentielle. Et bien la solution de l'équation différentielle sont la somme des deux solutions. Et on trouve cette expression-là. 4. On admet que g décrit dans la partie A est une solution de l'équation différentielle E. Déterminer alors l'expression de la fonction g. Ok, bah je prends ma solution d'équation différentielle. Je sais que g de 0 est égal à 1, donc je remplace tous les x par 0 et je trouve c de exponentielle 0 égale à 1. Exponentielle 0 ça fait 1, donc c'est égal à 1. Donc g de x, c'est exponentielle moins x plus x carré plus 3x facteur d'exponentielle moins x. Je peux factoriser par exponentielle moins x pour avoir l'expression ici. Déterminer les solutions de l'équation différentielle quand E dont la courbe admet exactement 2 points d'inflexion. Donc là, il faudra faire une double dérivée. Donc je prends mon g, je le dérive une fois. Je trouve ceci. Je prends mon g', je le redérive. Et je trouve cela. On résout g seconde de x égale 0. X carré moins x plus c moins 4 égale à 0. Je fais mon delta. Et je trouve un c inférieur à 17 quarts. Donc pour que la solution g de x admet 2 points d'inflexion,
il faut reprendre la solution avec C, et il faut dire que C doit être inférieur à 17 quarts. On considère la fonction f définie pour tout nombre réel x par f de x égale à x plus 3x plus 2, le tout en facteur de exponentielle moins x. Démontrer la limite de f en plus l'infini égale à 0. Ok, bon déjà je vais développer, et il faut savoir que exponentielle moins x, c'est égal à 1 sur e de x. Du coup, j'ai x carré sur 2x, 3x sur 2x et 2 sur 2x. Et on fait les limites de croissance comparée. Et 2 sur plus l'infini, ça fait 0. Donc par somme, 0 plus 0 plus 0, ça fait 0. Ensuite, on dérive et il faut retrouver cette expression-là. Ok, on fait du u fois v. Hein. On applique le u fois v et on retrouve bien la bonne dérivée. Petit b, déterminer le signe de la fonction dérivée sur R, puis en déduire les variations de la fonction f. Ok, bah l'exponentielle moins x, on sait que c'est toujours positif. Donc la signe de la dérivée dépend du signe du polynôme second degré. On fait delta. On trouve 5, donc deux solutions. x1, x2. Je fais mon signe de la dérivée, mon tableau de variation. Quand ma dérivée est négative, ma fonction est décroissante. Quand ma dérivée est positive, ma fonction est croissante. Je fais les phrases. Expliquer pourquoi la fonction f est positive sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ben, on sait que f de 0 égale à 2. Limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. De plus, on sait que f est décroissante sur l'intervalle moins 1 plus racine de 5 sur 2 plus l'infini. Donc f est positif sur 0 plus l'infini. 0 plus l'infini, ça se situe dans la zone ici. Je sais que la limite ici, c'est 0. f de 0 est égal à 2. Donc si je vais de 2, je monte encore et je descends. Je suis bien toujours positif. Et dernière question. On notera CF, la courbe représentative de la fonction f. On nous donne la primitive. On donne alpha qui est un nombre réel positif. On demande de calculer l'intégrale, donc l'air. Donc l'air, ça correspond à l'intégrale de la fonction f. On passe en primitive. La primitive, du coup, on va faire f de alpha moins grand f de 0. On remplace tout. Et on trouve une expression avec du alpha. Voilà ce qui conclut la correction complète du sujet bac Amérique du Nord jour 1. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il faut des explications plus détaillées ou s'il y a des erreurs qui se sont dissimulées dans les réponses. Et moi je vous retrouve pour une autre vidéo.